Bonjour à tous. Bonjour Svenia. Bonjour. Merci d'être là. On va attendre encore peut-être quelques participants avant de connecter. Mais non, on a déjà 2 minutes de retard, donc on va démarrer. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là? On avait envie chez Maria, peut-être juste un mot pour ceux qui nous connaissent un peu moins bien. Maria, c'est un campus d'école, on forme aux nouvelles manières de travailler, nouveaux métiers, en particulier liés au numérique et à la responsabilité. Passionnée par l'éducation et la transformation de l'éducation, notamment dans le monde des entreprises. On nous interroge beaucoup, on s'est beaucoup interrogé sur comment faire pour faire aimer la formation. C'est la raison pour laquelle on avait envie d'avoir ce moment avec toi, Svenia, parce qu'on rencontre beaucoup dans notre quotidien des responsables de formation, des gens qui travaillent en talent and development, des gens qui travaillent dans des services RH, formation, campus, université d'entreprise, qui nous partagent une problématique commune qui est comment on fait pour donner envie aux gens d'apprendre dans nos entreprises, ce qui nous a amené à créer un programme qui s'appelle Love Learning, qui justement permet d'acquérir ces compétences-là, on en parlera un peu plus tard. Et on avait envie, dans un cycle un peu de webinaires qu'on a commencé il y a 3 semaines avec les Vito sur la soif d'apprendre, d'adresser aujourd'hui le sujet du marketing de la formation, c'est-à-dire de comment on donne envie. Et c'est la raison pour laquelle, Svenia, on avait envie d'avoir ce moment avec toi. Je vais te laisser te présenter dans 1 minute pour nous raconter à la fois ta passion d'éducation, aussi un peu voilà, tes différentes actions, ton champ d'action, d'expertise, et puis rentrer un peu dans le vif du sujet. Un mot pour tous nos participants. Franchement, l'objectif, c'est de repartir avec un peu des clés, des idées pour vous. Donc, n'hésitez pas, on dit toujours ça, on dit toujours ça, mais en fait, c'est vrai, à poser des questions, à être curieux de vouloir un peu peut-être challenger Svenia ou moi sur différents sujets, de partager vos problématiques, vos expériences. On est là pour ça, pour que ce soit le plus intéressant, utile aussi pour chacun. Alors Svenia, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire 2 mots, qui tu es et pourquoi est-ce que ça t'intéressait de participer à cette session ensemble? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, j'appelle Svenia. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille sur les sujets learning. Donc, j'ai commencé quand j'étais sur les bancs d'école à m'intéresser à d'autres façons d'apprendre. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois pour regarder quelles étaient les méthodes pédagogiques les plus innovantes. Je me suis beaucoup intéressée au rôle de la technologie aussi, à comment on pouvait, en distanciel, avoir des expériences d'apprentissage qui soient vraiment engageantes. Donc, je me suis beaucoup intéressée à toutes ces applications et autres softwares pour apprendre qu'on appelle les EdTech, Education Technologies. Et donc, j'ai créé pas mal aussi de réseaux d'entrepreneurs, de réseaux de startups qui développent des outils pour mieux apprendre. Donc, j'ai fait ça partout en Europe. Et puis, sinon, je suis consultante. J'aide des entreprises à devenir des organisations apprenantes ou en tout cas à s'en rapprocher. Et puis, je suis ravie de collaborer sur ce programme avec vous, sur Love Learning, un programme que je trouve vraiment super. Donc, merci de m'avoir invitée. Super. Alors, peut-être, Svenia, pour commencer, ce serait assez intéressant que tu nous partages ton point de vue sur l'entreprise apprenante. C'est-à-dire, l'entreprise apprenante, est-ce que c'est une énième injonction dans l'entreprise, mais en fait, il n'y a pas de réalité concrète derrière? Est-ce que toi, tu as vu des exemples en fait, d'entreprises qui ont mis en place des choses qui en fait rendent vraiment concrète l'entreprise apprenante? Comment on y arrive et quel regard, toi, tu portes sur les initiatives peut-être des uns et des autres que tu vois naviguer dans ces eaux-là? Oui, bien sûr. Alors, j'ai préparé quelques slides, merci, sur justement l'organisation apprenante. Moi, c'est comme ça que je la définis. Ma définition d'organisation apprenante, c'est vraiment une organisation qui développe continuellement des compétences qui soient pertinentes chez ses collaborateurs à travers des expériences d'apprentissage qui soient efficaces et une culture de soutien à l'apprentissage. Et donc, pour moi, il y a 3 grands axes dans l'organisation apprenante, entreprise apprenante. C'est la culture de l'apprentissage, la culture learning. C'est vraiment ce côté, bon, bah, on va soutenir les gens qui ont envie d'apprendre, on va leur donner les opportunités d'apprendre et ça va être totalement accepté, voire encouragé d'aller apprendre, d'aller se former et pas quelque chose qu'on doit faire, mais dont on n'a pas vraiment envie de le faire. Donc, la culture apprenante, elle est hyper importante. Ensuite, bah, des expériences d'apprentissage
efficace, c'est vraiment de créer des expériences apprenantes qui soient ultra engageantes et qu'on arrête un peu les e-learning extrêmement descendants ou des sessions en présentiel où il y a très très peu d'interaction, très peu d'engagement. Aujourd'hui, on sait comment le cerveau apprend. On a énormément de billes là-dessus. On a beaucoup de choses en neurosciences cognitives qui nous guident sur comment créer des formations vraiment impactantes et il faut utiliser ça. C'est vraiment hyper important pour créer ces expériences d'apprentissage efficaces. Et puis ensuite, le troisième point, c'est à quoi on forme finalement? Est-ce qu'on forme aux bonnes compétences? Qu'aujourd'hui, quand on regarde les compétences du futur, là, le dernier rapport du World Economic Forum est sorti, The Future of Jobs Report. Vous voyez, le top 10 des compétences, c'est que des soft skills. Donc, comment on forme à ça? Comment on forme à ces soft skills-là? Ou est-ce qu'on forme à d'autres compétences parce qu'on sait que le business va évoluer dans cette direction et donc il faut se préparer au changement aussi du business et donc avoir une logique un peu perspectiviste, quoi, de regarder quelles sont les perspectives, comment je forme les gens pour le futur de mon industrie. Ça, c'est hyper important. Il y a très, très peu d'entreprises qui s'intéressent vraiment à ça. Mais c'est extrêmement important de regarder le futur parce qu'aujourd'hui, une compétence, ça ne dure entre 3 et 5 ans. Et puis ensuite, elle devient obsolète. Donc, ça va très, très vite. Et donc, il faut se préparer à ça. Super. Et dans les exemples, peut-être que tu pourrais nous donner d'entreprises qui ont mis en place des choses qui rendent concrète le fait d'être une entreprise apprenante. Est-ce que entreprise apprenante, c'est en fait un vœu pieux? On décide qu'on va devenir entreprise apprenante. Est-ce que c'est un label? Est-ce que ça a vocation à devenir un jour un label? Il y a des niveaux d'entreprise apprenante et on est niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est concrètement quelle réalité ça prend dans les entreprises et dans celles en tout cas que tu as vues? Oui, alors c'est vrai que le label, pourquoi pas? J'y avais jamais pensé, mais pourquoi pas, effectivement. Comme on a un label B Corp, on pourrait avoir un label Learning Organization, c'est sûr. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plus une volonté du top management. Moi, ce que je vois chez mes clients, c'est vraiment que ça part du top management, de vouloir insuffler cette culture-là et de vouloir insuffler une culture du lifelong learning. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste se former une fois par an, 2 fois par an. On doit se former tous les jours, toutes les semaines, et ça doit prendre plein de formats différents. En fait, c'est plus vraiment de la formation. Moi, je trouve que le terme formation, il est un peu galvaudé, on ne sait pas trop quoi mettre dedans, mais en fait, se former, c'est apprendre de ses pairs, c'est apprendre d'autres entreprises, c'est de lire, d'écouter des podcasts. Enfin, il y a plein de façons d'apprendre. Et aujourd'hui, l'apprentissage, il doit être partie intégrante de l'organisation parce que sinon, elle devient très vite obsolète. Et donc ça, les organisations qui ont compris ça veulent mettre en place l'organisation apprenante pour faciliter ça, pour faciliter ce développement des compétences qui est si important aujourd'hui. Et donc, si on va sur la slide suivante, je vais vous donner un exemple d'organisation. Pardon, c'est vrai que je peux changer les slides moi-même. D'organisation sur la culture. Je vais vous donner l'exemple de la culture parce que je trouve que c'est le plus difficile. Moi, chez mes clients, c'est ce que je vois, c'est que souvent, alors j'ai développé tout un diagnostic pour essayer de placer les organisations sur une échelle de 0 à 100. 0 étant on n'y est pas du tout, 100, on est une organisation apprenante. Il y en a très peu qui atteignent les 100, je vous rassure, mais sur les 3 piliers, donc culture, expérience d'apprentissage et compétences. Donc, dans la culture, moi, une entreprise que j'adore là-dessus, c'est Saint-Gobain, parce qu'ils ont réussi à célébrer le learning, la formation. C'est vraiment, chez eux, c'est une fête. C'est une fête, c'est quelque chose d'assez inédit. Tout le monde n'y a pas accès. Donc, ça crée une espèce de FOMO, de fear of missing out. On ne sait pas si on sera pris. Donc, en fait, je parle en particulier des summer camps ou des winter camps qu'ils organisent avec Unicampus, donc leur université d'entreprise. Et là, c'est vraiment tout le groupe est réuni, donc il y a vraiment des entités de partout dans le monde qui se réunissent pour ce summer camp, et c'est vraiment une fête, quoi. On célèbre l'apprentissage, on apprend des uns des autres, il y a plein de workshops, on se retrouve en présentiel ou en distanciel, parce qu'il y a les 2 formats, et c'est ultra engageant, et c'est un cadeau en fait. On prend ça vraiment comme un cadeau de partir en summer camp avec Unicampus, c'est un cadeau, et donc on s'y prépare, on est heureux, on participe, on partage nos propres compétences. Chez Saint-Gobain, il n'y a pas de formateurs externes, c'est que des formateurs internes. Ça, je trouve ça extrêmement important aussi de valoriser finalement les compétences en interne, de valoriser les gens, de leur dire en fait, toi, tu as une super compétence, est-ce que tu aimerais passer 20 heures, 30 heures par an à la transmettre à d'autres personnes dans le groupe? Et ça, je trouve ça assez génial.
Donc Saint-Gobain, je trouve que c'est vraiment une bonne pratique d'avoir créé cette culture de OK, on est vraiment on est heureux d'aller en formation et puis c'est oui, c'est un privilège quoi, c'est un privilège. Ça me fait penser ce que tu dis à ce qui se passe aussi chez McDonald's, où dans la trajectoire d'un collaborateur McDonald's en restaurant, qui ensuite va monter les grades jusqu'à devenir manager, il y a à un moment donné, une fois que tu passes cette étape-là, le rôle de formateur. Dans chaque restaurant McDonald's, il y a un CDI plein temps qui est un formateur et qui est là toute la journée, tous les jours, qui, au moment des rushs, déjeuner, dîner, va en fait aider in situ un collaborateur à réagir à telle situation et à faire preuve de, à un moment donné, empathie, gérer une conversation difficile, gérer son stress ou autre chose. Et dans les moments qui ne sont pas les moments de rush, à travailler plus en profondeur sur tel ou tel sujet. Je trouve que se dire que dans chaque équipe, il y a en fait un responsable de la formation de l'équipe. C'est assez innovant quand même de se dire que c'est un rôle à plein temps et qu'en fait, c'est pas simplement des moments de formation, mais que c'est effectivement un petit peu tous les jours. Mais ça veut dire qu'il faut quand même, du coup, former les collaborateurs à être capables d'abord d'identifier leurs compétences et puis ensuite d'être capables de les transmettre, d'avoir des compétences en facilitation, d'avoir des compétences sur même concevoir un atelier. C'est pas non plus donné à tout le monde. En fait, c'est quand même au départ plutôt les compétences d'un responsable de formation, d'un responsable L&D. C'est pas non plus. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre ça aussi un peu à l'échelle dans les entreprises? Complètement. Non, c'est un très bon exemple, celui que tu cites chez McDonald's. Mais oui, je pense qu'on n'utilise pas assez ces ressources en interne, c'est sûr, parce qu'il y a vraiment dans toute entreprise des personnes qui ont ces compétences-là et qui ont cette joie de transmettre aussi. Et donc de les valoriser, c'est hyper important, ouais. Alors, on parle de marketing de la formation. Dans le marketing, il y a un levier, un ressort qui est très important, qui est un levier un peu identitaire ou de fierté, de valorisation de soi. Si en fait j'acquiers tel produit ou je porte tel vêtement, tout d'un coup ça dit quelque chose de moi. Comment est-ce qu'en fait on peut faire pour transmettre cette fierté d'être en formation et sortir un peu de choses qui arrivent quand même en entreprise qui sont qu'est-ce que tu fais demain? Ah ben, je suis en formation. Ah ben t'es encore en formation. Voilà, c'est quand même ça la réalité, ce qui se passe concrètement. Comment on fait pour inverser cette tendance-là? Et est-ce qu'il y a des choses en fait à faire en design pédagogique, dans l'amont, le pendant, l'après, pour créer cette fierté de se former, d'apprendre et du coup de participer effectivement à des formations? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que c'est un vrai travail en amont. Quand on design une formation, il faut aussi qu'on design l'onboarding. C'est très très important parce que il faut donner envie. Il faut créer cette sorte de fear of missing out de ceux qui n'auront pas cette chance de participer à la formation. Moi, j'ai un client qui a créé tout un podcast, un petit épisode de podcast et qui a interviewé tous les intervenants de la formation en amont et qui en a fait un tout petit épisode de 10 minutes vraiment juste pour donner envie, pour se dire voilà ce qui vous attend dans un mois, voilà les intervenants, voici le sujet, voici pourquoi c'est important de venir aussi. Je pense qu'on oublie souvent le why, donc le pourquoi c'est important de venir à cette formation, pourquoi on en a besoin en tant qu'organisation, pourquoi on a besoin que vous vous formiez à ce sujet. Souvent les gens ne savent même pas pourquoi ils sont là et ça, je pense que ça c'est le pire. C'est vraiment voilà, donc je pense que savoir pourquoi on est là, quel est l'objectif, ce qu'on va apprendre et les outils qu'on va réussir à ce avec quoi on va ressortir de cette formation, je pense que c'est extrêmement important. Et donc, créer un petit teasing, voilà, ça prend pas non plus énormément de temps. Je veux dire, ça leur a pris quelques minutes d'enregistrement et puis ensuite, voilà, créer l'épisode du podcast et puis voilà. Ou alors, ça peut être, on envoie un mail en donnant envie, en expliquant ce qui va se passer. Ça, c'est très peu fait et je pense que l'onboarding pré-formation est hyper important. Il faut vraiment donner envie voilà. Et ça fait une vraie différence entre des entreprises qui le font et celles qui ne le font pas. Après, évidemment, pendant la formation, il faut quand même penser, voilà, il faut réfléchir à un format qui soit extrêmement engageant, extrêmement activant pour les participants. Et ça, c'est du learning design. Ça ne s'invente pas. Aujourd'hui, on sait, encore une fois, grâce aux neurosciences cognitives, comment le cerveau apprend. On sait que ce qui fonctionne le mieux, c'est la multimodalité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de temps mort, il faut que le cerveau soit constamment
constamment voilà, à fond quoi, pendant la formation et soit constamment activé, engagé. Donc, des formats où on entend quelqu'un parler pendant 1 heure, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. On sait que le cerveau, au bout d'à peu près 9 à 10 minutes, il décroche. Donc, s'il y a plus que 10 minutes de top-down descendant, sans quiz, sans questions, sans interaction avec l'audience, là, vous les perdez. Vous les perdez complètement. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un format ultra engageant avec plein de modalités. On fait 10 minutes de top-down, ensuite on fait un quiz, on fait un WooClap. Il y a des outils géniaux qui permettent en fait de faire participer l'audience. Et donc, d'utiliser ces outils d'interaction-là, c'est hyper important. Et puis après, on fait un travail de groupe, on les met en paire pour qu'ils fassent du pair à pair pendant un moment. Ensuite, on leur donne un projet à faire. Donc, en fait, c'est de créer sa formation avec toutes ces modalités-là pour que ce soit hyper engageant. Et je pense que si les gens sont engagés, si les gens ont l'impression d'avoir fait quelque chose, d'avoir pas perdu leur temps, ils vont en parler ensuite. Et donc là c'est l'après, ils vont en parler. Et puis pourquoi pas vous leur demander de faire un petit post LinkedIn pour expliquer ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont apprécié. Vous leur demandez à tous de recommander au moins 1 ou 2 collègues dont ils pensent que la formation pourrait être utile. Donc c'est ce genre de choses, vraiment les activer, les engager après la formation, leur dire voilà, on aimerait continuer de faire cette formation, on aimerait toucher encore plus de monde. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et s'ils ont passé un bon moment, s'ils ont l'impression d'avoir appris quelque chose, ils le feront avec grand plaisir. Donc, il faut s'en servir aussi pour communiquer sur les formations. Ouais. Oui, et puis ce que tu dis, ça me fait penser à ce qu'on partageait aussi avec Laetitia Vito il y a 3 semaines. Et on peut trouver le replay sur le site de Maria pour ceux qui n'ont pas pu participer, qui en gros expliquait que on est passé dans une culture où en fait il y a une guerre de l'attention énorme, que c'est une ressource hyper rare, hyper précieuse, et qu'en fait l'obstacle principal dans les formations n'est pas tellement le manque de savoir, parce qu'en fait le savoir il est quand même très très facilement accessible partout de manière assez peu coûteuse et qu'on peut en fait quand même à peu près tout trouver sur Internet. En revanche, ce qui est très difficile, et c'est là que le rôle du responsable formation, du responsable L&D est vraiment crucial dans le design, dans le learning design, c'est comment faire pour s'approprier, en fait, s'emparer de ces savoirs et les assimiler. Et elle disait, Laetitia, j'aimais bien, elle parlait de créer un espace sacré, c'est-à-dire un moment où on peut se concentrer complètement, pleinement à cet apprentissage sans être interrompu par des sollicitations extérieures. Et donc finalement, c'est un peu ce que tu dis, comment est-ce qu'on crée un événement qui est propice à l'attention, qui est propice à la réceptivité et qui du coup permet en fait aux uns et aux autres d'être dans le moment de leur apprentissage et de pas être en fait déconcentré par autre chose ou laisser l'attention en fait partir un petit peu d'une certaine manière et être happé par autre chose, parce que, et peut-être là ce serait intéressant peut-être que tu nous partages un peu, Svenja, sur précisément c'est quoi nos nouvelles manières d'apprendre. Tu dis on connaît aujourd'hui beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau, comment fonctionne notre mémoire, peut-être si tu peux nous partager aussi quelques enseignements sur ça, et du coup qu'est-ce que ça veut dire en termes de design pédagogique, comment est-ce qu'on se saisit de ça pour en fait influencer son design. Et par ailleurs, on a une question de François Graffon qui demande en fait des ouvrages peut-être sur comment est-ce qu'on engage des adultes dans la formation et sur le fonctionnement du cerveau à ce sujet. Donc peut-être si tu as quelques rêves aussi à partager, ce serait intéressant. Bien sûr. J'ai des rêves que je posterai dans le chat. Alors oui, donc j'ai préparé 2 slides à ce sujet. C'est vrai que ça, typiquement, c'est ce qu'on va apprendre pendant le programme Love Learning. C'est typiquement, on fait un deep dive. En tout cas, sur la première session, c'est vraiment un deep dive sur qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de notre façon d'apprendre et comment on peut l'intégrer dans le learning design. Donc vraiment, on parle de ça en détail. Alors, il faut savoir que notre cerveau, il a 2 modes de fonctionnement. Il a le mode diffus et le mode concentré. Et donc, l'idée, c'est de passer de l'un à l'autre pour vraiment faciliter l'apprentissage. Parce que si on n'est que dans le mode concentré, déjà le mode concentré, on ne le tient pas longtemps. Personne ne peut le tenir plus de quelques heures. Et donc, on est forcément, au bout d'un moment, on passe au mode diffus pour relaxer le cerveau, pour faire autre chose, pour parler à son voisin, prendre un café, etc. C'est hyper important d'avoir aussi des moments où on n'est pas à 100% concentré, mais on peut aussi détendre le cerveau dans le mode diffus. Donc, c'est
c'est un peu comme, voilà, en fait, l'idée, c'est que quand on est 100% en mode concentré, donc quand on est vraiment dans une écoute très active, quand on est en train de faire un plan stratégique, quand rien ne peut nous déconcentrer. Il y a un moment où on va atteindre un moment voilà, on va pas pouvoir continuer. On sait qu'on est déconcentré. Ça peut être un texto qui arrive, ça peut être n'importe quoi, un bruit, ça va vous déconcentrer. À ce moment-là, il faut absolument rentrer dans le mode diffus. Donc, le mode diffus, c'est vraiment laisser vagabonder son esprit, ses pensées. Donc, c'est effectivement d'aller regarder ce texto, pourquoi pas scroller un petit peu sur Instagram, prendre un café, regarder à travers la fenêtre, se promener pendant 5-10 minutes et puis revenir. Mais ça, c'est vraiment important de passer de l'un à l'autre. Ça permet vraiment au cerveau de se refocaliser encore mieux après. Et souvent, quand on pense formation, on pense non, il faut que les gens soient concentrés pendant les 4 heures, les 6 heures, les 8 heures de formation. Souvent, il y a très peu de pauses. Alors que non, il faut que les gens bougent, se lèvent, prennent un café, que leur mode de fonction, leur mode de cerveau switch vers le mode diffus pour ensuite pouvoir les reconcentrer parce que c'est impossible de garder le mode concentré pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Donc, il faut vraiment switcher les modalités. Ce qui est aussi très important quand on pense une formation, quand on la design, c'est de penser la répétition. C'est-à-dire que moi, souvent, chez mes clients, je vois des formations super, hein, vraiment très bien designées, mais c'est un one-shot. Ça dure une demi-journée et puis on n'en parle plus après. Et là, il y a un énorme problème à ça, c'est que si on ne répète pas en fait les choses, le cerveau oublie complètement. Donc, on a une courbe d'oubli qui voilà, va très vite vers l'oubli si on n'a pas ponctuellement des répétitions. Donc moi, quand je vois des one-shots comme ça, je me dis non, il faut absolument penser l'après. Alors l'après, ça peut être un webinaire un mois après sur le sujet, ça peut être un office hour one-to-one avec l'intervenant, mais il faut essayer de penser l'après, même si c'est tout petit format, de faire de la répétition à des moments donnés. Alors, 1 mois après, c'est bien. Ensuite, 3 mois après, 7 mois après, mais qu'il y ait une répétition. Parce que sinon, tout simplement, le cerveau va oublier ce qu'il a appris et c'est pas vraiment le but. Donc, les one-shot trainings, c'est pas recommandé du tout. Et ensuite, ce que je disais avant, la multimodalité, très important, c'est de se dire, en fait, au lieu d'avoir quelqu'un qui vous parle pendant 1 heure, de se dire comment je fais pour diviser cette heure en plein de mini petites modalités d'apprentissage. Donc, ça peut être 10 minutes de descendant avec des slides et puis ensuite questions-réponses avec l'audience. Ensuite, vous pouvez aussi mettre voilà, les gens en paire, leur demander de discuter d'un sujet donné ou alors de leur faire des travaux de groupe, mais qui est vraiment ce côté plein de modalités différentes. Si c'est en ligne, pareil, hein, je veux dire, pour moi, le online, le présentiel, il n'y a aucune différence. Moi, j'ai vu des formations en ligne qui étaient 100 fois plus engageantes et activantes que des formations en présentiel. Donc, pareil, il y a pas mal de choses qu'on peut faire en ligne aussi avec plein d'outils d'interaction qui favorisent l'interaction en ligne. Mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est de créer cette multimodalité. Et quand on fait de l'asynchrone, parce que là, je vous parle surtout du synchrone, quand on fait de l'asynchrone, pareil, multimodalité. Plutôt que de regarder son e-learning et que ce soit que de la vidéo, pourquoi pas ajouter de l'audio, enfin des podcasts, pourquoi pas ajouter du texte, mais qui ait plusieurs modalités, c'est hyper important, plutôt que ce soit monotone. Alors, le cerveau déteste ce qui est monotone, donc il faut lui donner plein d'activités différentes, de modalités différentes pour qu'il soit engagé. Et tu dirais que en fait, ça s'applique quel que soit un peu le sujet, quelle que soit la compétence sur laquelle on veut travailler, que ce soit sur des hard skills, des soft skills. Est-ce que tu vois en fonction des compétences, des designs, qui quand même doivent être un peu différents, adaptés, ou par ailleurs aux personas. Tu vois, il y a une session dans le programme Love Learning qui est spécifiquement sur le design et comment en fait tu adaptes ta modalité pédagogique, tes modalités pédagogiques, non seulement au sujet, mais aussi au persona. Et donc, comment tu travailles en fait ton persona, comme on fait en marketing d'ailleurs. Est-ce que ça, tu dirais que même si on est tous humains, on a un cerveau qui a priori fonctionne tous de la même manière, est-ce que tu dirais que quand même il y a des spécificités et qu'est-ce que tu recommandes sur ça? Oui. Alors, c'est vrai que le persona, il est très important. D'ailleurs, c'est la base du design, c'est de se dire à qui je m'adresse. Qui je m'adresse et quels sont mes objectifs. Forcément, si je m'adresse à des gens ultra busy, qui n'ont pas du tout de temps, qui ne pourront pas préparer, qui pourront... Alors, évidemment, il faut que je m'adapte.
et pareil, des gens qui sont sur le terrain, je vais pas faire les mêmes formations que des gens qui sont des cols blancs, qui sont derrière leur ordinateur toute la journée. Donc, c'est évidemment, il faut que je m'adapte à mon persona. En revanche, on apprend tous de la même façon. On a tous le même cerveau. Hein. Aujourd'hui, il y a des neuromythes qui circulent comme quoi certains seraient auditifs, certains seraient visuels, etc. C'est complètement faux. On apprend tous de la même façon. On apprend quand notre cerveau est activé, quand notre cerveau est engagé. Et pour qu'il soit engagé et activé, il faut qu'on fasse des choses, qu'on nous fasse faire des choses. Et si vous laissez quelqu'un dans une écoute, voilà, et que c'est que du descendant, le cerveau va pas du tout être actif. Donc, il faut essayer d'avoir plein de modalités différentes. Ensuite, il faut s'adapter effectivement à son audience. Et si c'est des gens extrêmement busy qui peuvent pas faire du synchrone, ben, c'est de créer une formation en asynchrone, mais pareil, avec la même réflexion sur la multimodalité. Donc oui, il faut s'adapter à son persona, mais oui aussi, on a le même cerveau, et donc il faut voilà, il faut utiliser ce qu'on sait sur notre cerveau pour créer des formations hyper impactantes, quoi. Ouais. Et tu dirais comment faire pour des formateurs qui sont en fait des pédagogues, en tout cas peut-être dans des professeurs ou des théoriciens ou des gens qui savent, entre guillemets, comment tu fais pour leur donner aussi des clés marketing, c'est-à-dire donner envie, engager est-ce que ça passe en fait directement et en amont dans le design? Est-ce que c'est dans le choix des personnes que tu vas faire intervenir dans la transmission? Comment on fait en fait pour se dire qu'on ne veut pas construire le programme pédagogique le meilleur, mais le plus efficace, le plus adapté à son groupe, à ses personas? Ouais. C'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, en amont, comme je l'ai dit, il faut y penser. Et je pense qu'une nouvelle compétence, d'ailleurs, des équipes learning, ce sera la com, le marketing, parce que c'est super. On peut créer des super formations avec vraiment un format génial, mais si personne ne s'inscrit, c'est problématique, quoi. Donc, il faut donner envie. Et encore une fois, il faut que dans l'entreprise aussi, ce soit bien vu d'aller se former. Donc ça, pour moi, ça rejoint la culture, quoi. S'il y a une vraie culture learning et qu'on encourage les gens à se former, il n'y aura pas ce problème-là. Mais je pense que ça joue beaucoup, en fait. Ça joue beaucoup. La culture de la boîte, tu vois, ton manager qui te regarde un peu de travers, tu vas encore une fois en formation. En fait, il faut que ce soit fluide, quoi. Il faut que tout le monde comprenne que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour l'organisation, pour la boîte, pour ses talents, de se former extrêmement régulièrement. Et oui, je pense que il faut dans le format savoir innover, il faut pouvoir communiquer cette innovation en amont, donner envie. Et ça c'est une vraie stratégie en amont, quoi. C'est pas à prendre à la légère. Et souvent, les équipes learning sont un peu surmenées, quoi, surpassées par cette compétence-là qu'ils n'ont pas forcément en interne. Et c'est vrai que ça arrive doucement. Là, j'interviens dans un master com RH, donc c'est le tout premier master qui allie des compétences com pour des équipes RH. Je trouve ça hyper innovant parce que en fait, on en a besoin, quoi. Comme je le disais, on a vraiment besoin de ces compétences com dans les départements RH, et on a surtout besoin d'une meilleure coopération entre la com interne et les RH, parce que typiquement la com interne pourrait jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, elle le fait que rarement, mais pourrait jouer ce rôle-là et aider les équipes RH et learning à parler de ces formations. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à un partenariat qu'on a avec le campus du groupe Pernod Ricard France sur un dispositif annuel, feedback. Comment est-ce que tu fais grandir les compétences de feedback de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise? Ou de leur côté, les équipes en fait du campus travaillent très très proche avec les équipes communication pour précisément activer non seulement des modules en fait assez divers, masterclass, ateliers, coaching, ateliers collectifs, etc., pour s'adapter en fait aux besoins des différents collaborateurs, mais aussi des actions de communication. Et donc ils activent les touch points, comme on dit en marketing, de l'entreprise, qui vont être l'intranet, qui vont être la newsletter voilà, corpo en fait. Hein. Donc ils utilisent les leviers de la com corpo, de la com interne, pour continuer à en fait ancrer des tips, des toolbox, voilà, donner des idées, des moyens de en fait vraiment entrer dans le quotidien. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu dis. La culture de l'apprentissage, c'est en fait entrer dans le quotidien
C'est à la fois avoir des moments un peu ritualisés, un peu sacralisés, où l'attention est archi concentrée, et en même temps être dans en fait un rapport quotidien à l'apprentissage et à la compétence. Et ça me fait aussi réagir ce que tu disais tout à l'heure sur le sujet de la répétition. Nous, on dit très souvent chez Maria la répétition fixe la notion. C'est aussi une notion qui est très proche du marketing, parce qu'en marketing, il y a un outil, un standard de mesure de performance d'une action marketing qui est le GRP. Et en fait, les marques achètent des investissements marketing en comptant le nombre de GRP qu'on obtient. Et le GRP, c'est la couverture par la répétition. Et en fait, plus on a de GRP et plus en fait le message vraiment on réussit à le transmettre. Donc, tu dirais que le métier de responsable learning, il évolue comment? C'est quoi les compétences en fait qu'il faut acquérir aujourd'hui? Est-ce que c'est en fait des compétences qui étaient déjà là avant? Lesquelles sont nouvelles? Comment on fait pour les acquérir? Est-ce qu'on devient un marketeur du learning? Ou est-ce que voilà, comment tu vois ça évoluer? Oui, je pense que il y a des compétences qui deviennent absolument nécessaires, notamment ce que je disais sur la connaissance du cerveau. Alors, souvent les responsables, enfin, ceux qui font du learning design, l'ingénierie pédagogique en bon français, savent ça normalement. Après, bon, tout le monde n'est pas formé, mais je pense que c'est très important de comprendre ça, de comprendre comment on apprend. Apprendre à apprendre, pour moi, c'est une compétence absolument clé. J'adore former à ce sujet parce que je pense qu'aujourd'hui, ça concerne tout le monde. C'est pas juste des équipes learning, c'est tout le monde, toute la boîte. Tous les collaborateurs devraient se former à apprendre, parce qu'une fois qu'on comprend comment le cerveau fonctionne, une fois qu'on comprend ses mécanismes, ses biais, et puis sa façon aussi de retenir les choses, de se déconcentrer. Alors comment se reconcentrer quand on s'est déconcentré? Ces choses-là sont absolument essentielles et ça peut nous aider dans notre day-to-day, quoi. Donc je pense que tout ça pour dire que dans le learning, les compétences nécessaires, absolument clés, c'est ça, c'est la compréhension du cerveau et de créer des expériences d'apprentissage qui soient ultra engageantes, même sur des sujets hyper rébarbatifs. Enfin, moi, j'ai des clients qui doivent former à des sujets vraiment de sécurité au travail, des choses, mais voilà, dont ils peuvent pas passer à côté. Et pourtant, voilà, avec des modalités, de la multimodalité et des idées de la créativité, on peut faire quelque chose de très bien. Donc, peu importe ce à quoi on forme, on peut créer des formats qui soient innovants. Donc, je pense que ça, c'est très important. Et puis, jongler entre mais bon, ça, tout le monde le fait aujourd'hui, mais jongler entre le distanciel, le présentiel, bien savoir quand l'un fait sens, quand l'autre fait sens. Et s'adapter de plus en plus, personnaliser ces formats aux différentes audiences qu'on a au sein de l'entreprise. Et puis, bien évidemment, la com, oui, la com, je pense que c'est absolument nécessaire. Et puis, et de recréer un lien avec les apprenants, de les engager en amont et en aval, de leur demander aussi de participer à cette communication-là, à ce marketing de la formation. Je pense que c'est hyper important parce que ça vient d'eux. Donc, il n'y a rien de mieux qu'un verbatim d'un participant qui a participé et qui recommande. Il n'y a rien de mieux. Donc, c'est très important et souvent, on ne le fait pas. On envoie peut-être un petit questionnaire de satisfaction, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin pour vraiment engager les gens et leur demander de contribuer aussi à ça parce que c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel. Donc, je pense que oui, il y a pas mal de compétences qui deviennent vraiment très, très importantes. Oui, dans les exemples, tu me disais quand on préparait un petit peu ce matin, tu me disais, tu vois des entreprises qui donnent des badges, qui créent des certifications qu'elles développent elles-mêmes, en fait, sans déposer des programmes au RNCP qui, en fait, ça prend un temps infini. Et finalement, pourquoi? Parce qu'entre-temps, il aura fallu changer 3 fois le programme pour qu'il soit vraiment adapté aux besoins du moment. Mais en revanche, tu me disais effectivement créer des labels. Enfin, nous, c'est sûr que c'est ce qu'on fait déjà chez Maria, bien sûr, sur nos programmes. Et donc, créer des labels qui permettent aussi aux uns et aux autres d'avoir des éléments de reconnaissance. Moi, je suis passée par ce programme. Tiens, dans telle entreprise, on a développé ça. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, peut-être, de choses que tu vois pour faire que les inscrits, les apprenants, deviennent les ambassadeurs des programmes qui sont construits? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement le mot. C'est les ambassadeurs. Donc oui, effectivement,
par exemple, chez PwC, ils font ça, ils font des badges. Donc, toutes leurs formations sont, on reçoit une espèce de, voilà, de certification. Alors, c'est interne à l'entreprise, c'est pas forcément reconnu, comme tu dis très bien. Souvent, c'est très compliqué de faire reconnaître ça à l'extérieur de l'entreprise, mais une certification, un badge, on peut créer sur LinkedIn des badges, des certifications pour ajouter à son profil LinkedIn telle ou telle formation qu'on a pu passer. Ça, je pense que c'est hyper important parce que ça rend visible. Ensuite, on le partage et puis nos collègues sont notifiés. Donc, je pense que ce genre de choses, c'est assez simple à mettre en place et ça aide beaucoup. Après, voilà, je veux dire, c'est des choses qui sont assez simples. Mais encore une fois, je pense que plus les gens seront engagés pendant la formation, plus ils auront envie d'en parler. Donc voilà, c'est un cercle vertueux, quoi. Il faut que le learning design soit super bien pensé, qu'on intègre aussi le feedback des gens ensuite pour améliorer constamment la formation. Il faut que ce soit une amélioration continue. Ça, c'est hyper important. Mais oui, les engager en aval de la formation, c'est absolument essentiel. Oui, donc en fait, ce que tu dis, c'est développer à la fois des compétences marketing pour donner envie, créer du FOMO en amont de la formation, au-delà du matériel, peut-être du prep work, des éléments à lire, valoriser aussi, expliquer pourquoi on est là, pourquoi est-ce que c'est tel intervenant, pourquoi est-ce qu'on l'a choisi. Donc ça, c'est quand même vraiment des compétences d'éditorialisation, hein, être capable de bien s'exprimer, avoir des emails avec des objets qui soient forts, des invitations agenda dans lesquelles, voilà, aussi qui sont engageantes. Et en aval d'animation en fait d'ambassadeurs comme un super service client qui en fait fait vivre sa communauté de clients / apprenants collaborateurs pour en fait les transformer en ambassadeurs de l'entreprise apprenante. Peut-être un mot pour nos participants parce que ça fait déjà presque 30 minutes qu'on parle avec Svenja et comme on s'est dit qu'au bout de quelques minutes il n'y avait plus aucune attention, peut-être c'est un peu le moment pour vous aussi de soit poser vos questions, partager vos bonnes pratiques. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui, au contraire, ne fonctionne pas? Je pense que ce serait intéressant pour chacun de pouvoir aussi s'enrichir de vos expériences à vous. De poser vos questions, bien sûr, c'est un petit peu le moment. Et puis peut-être, en attendant ces questions-là, si elles viennent, Svenja, ces partages sur lesquels peut-être tu voudras réagir, peut-être quand toi, tu abordes en fait une formation que tu as à la construire, à l'imaginer, peut-être si tu pouvais nous partager un peu ta routine. Comment tu fais? C'est quoi les choses auxquelles tu es attentive parce que tu sais que c'est pas du tout ce que tu veux faire. Au contraire, voilà, c'est quoi ta routine un peu pour te dire ok, je dois designer ce nouveau programme. Voilà comment je vais travailler. Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que la première chose que je me demande, c'est à qui ça s'adresse et quel est l'objectif, quoi. Et ça, c'est très important, c'est de se dire, bon, bah, à qui ça s'adresse et qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message. Je veux qu'il ressorte avec quoi exactement. Et donc ça, c'est les deux premières et plus importantes questions, selon moi. C'est ça. C'est l'audience, le persona et puis l'objectif. Et puis ensuite, une fois que j'ai ça, une fois que ça vient souvent de mes clients qui me disent, voilà, les objectifs, c'est ça. Les personnes visées, c'est ça. Comment on fait? Et à partir de là, les modalités, c'est bon, bah, ça dure combien de temps? Est-ce que c'est plusieurs journées? Est-ce que c'est plusieurs heures? Mais de vraiment diviser aussi la formation. Donc, comme je vous ai dit, le one shot, c'est pas du tout efficace. Donc, j'essaie vraiment de créer donc la formation, le contenu, d'imaginer le contenu, et puis ensuite de diviser ça en plein de sous-chapitres. Et puis chaque sous-chapitre, ce sera un call ou un moment, voilà. Mais donc, dépendamment du temps qu'on a, du temps qu'on peut allouer à ça. Est-ce que c'est en distanciel? Est-ce que c'est en présentiel? Là, je me pose vraiment toutes les questions plus opérationnelles de me dire bah, comment je vais animer ça, comment je vais créer le flow en fait, et pour qu'on n'ait pas l'impression de s'ennuyer, d'être en formation, mais de vraiment de vivre une expérience, quoi. J'aime bien parler d'expérience plus que de formation parce que c'est encore une fois, je pense que le mot formation est assez mal vu, mal compris parfois. Et donc, il faut parler d'expérience apprenante. On fait vivre une expérience, en fait. C'est vraiment une expérience de A à Z. Et ça doit être vécu comme ça. Donc, il faut le penser comme ça et voilà, et bien scinder les moments et faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'actions et qu'on ne s'ennuie pas. Et du coup, le marketing de ces formations, en fait, pour toi, il est induit dès le démarrage de ta réflexion
C'est aussi ce sur quoi on travaille ensemble dans le programme de le Love Learning. On a cette première session sur effectivement le persona, à qui on s'adresse, pourquoi, comment, quel choix pédagogique on va faire. Et puis après, on travaille un peu sur les différents moments, onboarding, pendant, offboarding, etc. Et puis il y a cette session, la troisième, sur le storytelling, le marketing. Est-ce qu'il faut trouver un nom pour cette formation? Est-ce qu'il faut la nommer? Comment est-ce qu'on la nomme pour donner envie? Est-ce qu'elle est descriptive ou est-ce qu'au contraire, elle va chercher à créer un peu de surprise? Dans les règles du marketing, il y a aussi cette idée de la désirabilité, de créer de la nouveauté, donc comment on fait pour en fait entourer cette expérience apprenante dont tu parles de cette désirabilité, cette attractivité. Et c'est vrai que parfois, peut-être, on sous-estime à quel point des choses un peu basiques, comme on en parlait tout à l'heure, des invitations agenda ou simplement le nom, comment les gens vont en parler. Quand on travaille en storytelling sur Twitter, par exemple, on dit en fait, il faut être capable d'exprimer en 3 mots ou dans le format d'un tweet le message clé. Parce que c'est comme ça qu'ensuite les gens vont en parler. Et donc, essayer en amont même de concevoir comment est-ce que les gens vont parler de cette formation. Ah bah tiens, je vais dans telle formation. C'est pour ça qu'on adore, nous, celle qu'on a appelée Love Learning, parce que pour le coup, elle dit vraiment exactement ce qu'on va y faire. On va aimer apprendre et aimer transmettre le fait d'aimer apprendre. Mais c'est vrai que donner un nom, par exemple, c'est vraiment un élément marketing fort de n'importe quel produit. Et c'est pas forcément toujours quelque chose qui est très travaillé. On va s'appeler management transverse. Bon, management transverse, c'est bien, mais ça donne pas non plus hyper envie de participer à un programme qui s'appelle management transverse. Voilà, c'est un peu plat, quoi. Complètement. Non, c'est vrai, c'est très important de penser à tout ça. Alors moi, c'est vrai que designer la formation, c'est une chose, et c'est après le design de la formation que je me dis, ok, maintenant que j'ai designé, maintenant que je sais ce qu'on va y faire, que voilà, comment je la nomme, comment j'en parle, comment je crée, voilà, une appétence pour le sujet, comment je fais en sorte que les gens s'inscrivent. Et souvent, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un ambassadeur qui est voilà, soit au CODIR, soit au COMEX, ou qui va essayer de pousser un peu et qui va essayer d'en parler, qui va envoyer un mail pour dire, voilà, on a cette formation, je pense que c'est très important pour la boîte, pour telle et telle et telle et telle raison que vous y participiez. Les places sont limitées, créer une espèce de rareté, de dire, bah voilà, les places sont limitées, tout le monde ne peut pas participer. C'est ce que fait très bien Saint-Gobain. Et du coup, ça crée vraiment une envie de se dire, mais si je rate ça, donc on n'a pas envie de le rater. On n'a pas envie de le rater. Peut-être on peut s'inspirer aussi de ce qu'on voit en ce moment avec les Jeux Olympiques, où finalement, il y a des temps qui sont très courts, dans lesquels on peut s'inscrire, des temps qui sont très courts, dans lesquels on a les résultats de ce qu'on va obtenir, et puis dans lesquels il faut se décider très vite pour savoir si on le fait ou si on le fait pas. C'est vrai qu'en fait, on peut s'inspirer en fait de modalités d'inscription qui misent un peu sur la désirabilité, l'envie. Et se dire que on a des temps aussi qui sont très courts. En fait, il faut donner des dates, des horaires, des périodes un peu courtes. Ne pas hésiter non plus à s'inviter dans les agendas des collaborateurs, si c'est la pratique de l'entreprise, bien sûr. On a une question de Céline Svenia qui dit, on parle d'espace dédié à la formation, de sanctuariser un peu des moments. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui ont mis ça en place, qui ont sanctuarisé des moments? Moi, j'ai celle de Philippe Maurice. J'ai rencontré le patron de LND de Philippe Maurice qui expliquait ça, qui expliquait qu'ils avaient en fait, de manière un petit peu dictatoriale, on va dire, décidé qu'il y avait une heure qui était l'heure le vendredi matin dans lequel, je crois que c'est le vendredi matin, je vais dire de bêtises, mais toute l'entreprise apprend en même temps. Et après, évidemment, une fois que ce moment a été sanctuarisé, eh ben, c'est sûr que c'est beaucoup de travail pour les équipes LND pour faire rentrer dans ce temps-là l'ensemble des apprentissages qui sont nécessaires pour les uns et pour les autres. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples, Svenia. Tu es mute, Svenia, on ne t'entend plus. Pardon, désolée. Ouais, c'est un super exemple. Après, je pense qu'il faut aussi laisser de la flexibilité dans le sens où peut-être que le vendredi matin, ce ne sera pas idéal pour tout le monde, mais il faut que dans la culture, on comprenne que c'est possible et on comprenne que c'est totalement OK de se prendre une heure de temps en temps pour aller même une conférence, voir un talk, s'inspirer en dehors de l'entreprise aussi. Et ça doit être possible. J'aime beaucoup ce que fait Google parce que Google, c'est très sur le peer-to-peer learning. Donc là, c'est que de la formation entre pairs. Si j'ai besoin d'apprendre un truc, je vais demander, ils ont une espèce de chatbot où tu leur dis, ben voilà, j'ai besoin d'apprendre ça ou j'ai l'impression que je suis pas assez bonne là-dedans. Et puis ensuite, ils te matchent avec des gens partout dans le monde de chez Google
qui sont hyper bien notés par leur père, par leur manager sur telle compétence-là, et ils prennent 1 heure pour voilà, t'apprendre des choses, partager leur expérience, etc. Et ça, je trouve ça génial aussi, c'est de se dire, bah, on a tellement de compétences en interne, le matching, il serait assez simple finalement à faire si on arrive à lister les compétences des uns et des autres et de les faire vérifier, de se dire, bah, voilà, utilisons toutes ces compétences qu'on a en interne voilà, pour s'entraider, s'apprendre des choses les uns des autres. Et chez Google, ça marche hyper bien, quoi. C'est vraiment leur modalité principale, c'est le peer-to-peer. Ouais. Et il y a une chose aussi que nous, on voit faire beaucoup dans nos programmes. Ce sont des managers qui viennent se former, notamment sur les new ways of working, donc les nouvelles manières de manager, etc. Qui mettent en place, enfin, on les incite à le faire et donc ils le font et voient vraiment le bénéfice. Après chaque session de formation, au team meeting suivant, prochaine réunion d'équipe, ils partagent les apprentissages de la session précédente. Donc, ils vont partager à leurs équipes ce qu'eux-mêmes ont vu en formation pour que ça diffuse. Et ça permet de créer dans les rituels d'équipe un moment où chacun partage sur ses apprentissages de la semaine dernière. Et du coup, ça oblige aussi à se dire, bon, ben, qu'est-ce que j'ai appris la semaine dernière? Bon, ben, si ça fait 3 semaines que j'ai rien appris, c'est qu'il y a, il y a quelque chose qui va pas. Mais de créer, en fait, et ça, c'est quand même très facile à faire, dans les moments d'équipe, d'avoir, en fait, 10-15 minutes sur les apprentissages de la semaine passée. En tout cas, nous, on le propose beaucoup dans le cadre de cette formation parce que c'est des managers qui, en fait, souhaitent changer les manières de collaborer et les améliorer. Donc, ils ont besoin, évidemment, d'embarquer leurs équipes. Mais finalement, se dire quand on est en formation, à l'issue de chaque session, on va partager ce qu'on a appris. C'est aussi un moyen de fixer les notions puisqu'on ne maîtrise bien que ce qu'on est capable de transmettre. Donc, en tout cas, c'est aussi une bonne pratique, en tout cas, qu'on voit d'inciter les participants à partager tout de suite, sans attendre la fin de la formation, mais module après module, les apprentissages du précédent module. Ouais. C'est aussi assez intéressant. Ouais, ouais. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai vu que tu avais répondu, merci Svenja, à François. Tout à fait, j'ai mis 2 livres. Il y en a un, c'est plus pensé pour des ados, des jeunes. C'est vraiment comment faire pour en faire le moins possible à l'école et avoir des bonnes notes. En gros, c'est ça. Mais c'est hyper intéressant parce que elle explique de façon extrêmement pédagogue comment le cerveau fonctionne à des ados. Donc, en plus, c'est en anglais, mais je crois qu'il y a une traduction française. Et il y a un MOOC sur Coursera en français aussi, traduit en français, de la même personne, Learning How to Learn, donc qui s'appelle Learning How to Learn. Donc, je pense que ça, c'est hyper chouette. Et le MOOC sur Coursera est assez bien fait. Et puis ensuite, il y a un deuxième que j'ai posté qui s'appelle How We Learn and Why It Happens. Donc, c'est un super bouquin aussi. C'est vraiment un super bouquin. Donc, je recommande. Et ça, c'est vraiment pensé pour les adultes. Mais c'est vrai que le premier, il est vraiment très pédagogique, quoi, parce que souvent, parfois, c'est compliqué de comprendre tous les termes, voilà, en neurosciences. Et puis, si vous avez des enfants, c'est super aussi, parce que il y a plein de petits tips, des petits conseils sur voilà comment hacker son cerveau quand on est à l'école et qu'on veut en faire le moins possible et avoir les meilleures notes. C'est bien écrit. Peut-être on peut partager aussi, nous, François, peut-être ça peut vous intéresser, le replay du webinaire qu'on a fait avec Laetitia Vito sur la soif d'apprendre, qui donne aussi des clés sur comment est-ce qu'on réveille la soif d'apprendre, la joie de l'apprentissage. Elle explique quelque chose, Laetitia, que je trouvais vachement intéressant pour comment en fait on crée ça. L'apprentissage, c'est un moment un peu d'inconfort, on ne sait pas. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer un environnement dans lequel on autorise un peu l'inconfort, la vulnérabilité, on fait en sorte que c'est OK de ne pas savoir. Mais on sait que quand on va vers quelque chose de nouveau, il y a toujours ce moment d'inconfort. Elle donnait l'exemple de comparer, par exemple, quand on change d'appartement, quand on part en voyage, quand on change de voiture, quand il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Au début, il y a à la fois un peu d'inconfort, on ne sait pas trop, et en même temps, il y a une énorme intensité. Comme au début d'une relation amoureuse, elle donne aussi cet exemple-là. À la fois, il y a beaucoup d'inconfort, on ne sait pas, on a un peu peur. Et en même temps, il y a énormément d'intensité. Et c'est ce qui rend aussi la vie gaie, joyeuse et intense. Et
Et donc, c'est vrai que c'est aussi ce plaisir-là d'apprendre qu'on veut transmettre voilà, grâce à ce programme Love Learning qu'on fait ensemble. Svenja, peut-être juste un mot, ce programme, pour ceux que ça peut intéresser. Donc, on l'anime avec Svenja. Il commence le 7 juin. C'est tout le mois de juin à raison de 1 heure en ligne le mercredi et les matinées en présentiel sur le campus de Maria, rue de Richelieu à Bourse. C'est intense parce que ça dure 1 mois. 4 semaines, voilà, et je crois que quelqu'un a publié le lien, donc c'est bien si ça vous intéresse, voilà, de faire ce programme avec nous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Autrement, Svenja, je vais te remercier infiniment d'avoir été là. Si vous voulez poster aussi des idées que vous aviez sur ce sujet, de choses que vous avez vues, n'hésitez pas. C'est toujours évidemment intéressant d'apprendre les uns des autres et il n'y en a pas de vérité absolue. Donc, merci de votre participation. Merci Svenja, c'était super d'animer ce webinaire avec toi. J'espère que c'était utile pour vous. Merci de vos feedbacks. Voilà, ça nous fait toujours progresser aussi d'avoir des bons feedbacks. Et à bientôt. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Salut Svenja.